Donc, bonjour à tous. Je voudrais déjà évidemment remercier les organisateurs de m'avoir invité. Merci. Et vous tous de m'accueillir donc pour évoquer les sarcophages de pierre du Haut Moyen-Âge et plus que la technique de mise en œuvre, d'essayer de faire un parallèle entre technique et décor. C'est vrai qu'hier, on a déjà beaucoup parlé des sarcophages, principalement du point de vue de leur décor, et je voulais aujourd'hui un peu plus rentrer dans ces aspects donc, techniques et technologiques. Et en évoquant aussi les travaux précédents, déjà je montre cette carte qui a déjà été présentée hier, qui était une carte de diffusion et de répartition des sarcophages donc par Gilbert Robert Delahaye, selon des typologies qui étaient principalement établies, pas que, mais principalement autour des décors et de la forme des couvercles. Donc on a vu hier avec ce que Anne Flamin nous a présenté que cette carte pouvait être augmentée avec d'autres types qui sont apparus depuis, mais je trouve pour ma part qu'on oublie un peu trop les travaux de Jean-François Baratin dans les années aussi 1970, à peu près en même temps que la carte précédente que je viens de vous montrer. Et Jean-François Baratin qui avait mis en avant la nécessité non seulement de prendre en compte la morphologie des sarcophages avec leur décor, mais également de prendre en compte les techniques de mise en œuvre et le matériau dans lequel ils étaient produits, de sorte à établir des courants de diffusion, de déterminer éventuellement les centres de production et d'établir des courants de diffusion. Et c'est vrai que ces aspects, au-delà du décor, il faut rappeler qu'il y a quand même peu de sarcophages décorés par rapport à au grand nombre de sarcophages que l'on peut trouver parfois, entre autres sur des sites, comme ici par exemple Saint-Clément de Mâcon, ou sur la quarantaine de sarcophages de pierre qui a été mise au jour, un sol, si je ne me trompe pas, est décoré, donc ce panneau, je crois, Anne a aussi montré hier, ou un autre exemple bourguignon avec Saint-Germain d'Auxerre, où là, sur à peu près donc 150 sarcophages numérotés, assez peu finalement, sont décorés. Face à ce constat, il était bien sûr nécessaire, ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, de mettre en œuvre une méthode de classification typologique, et la solution était que cette méthode puisse se reposer sur les techniques de mise en œuvre, sur la morphologie des sarcophages et sur le matériau dans lequel ils ont été produits. Alors, je rappelle tout simplement les grands principes méthodologiques. Là, on est à Écolives-Sainte-Camille, au sud d'Auxerre, où là, effectivement, les sarcophages ne présentent aucun décor, uniquement les traces d'outils de leur mise en œuvre. Et ce sont justement ces traces d'outils qu'il est important de prendre en compte pour pouvoir établir ces typologies, en tout cas ces classifications. Donc je rappelle tout simplement les différents critères techniques en fonction de l'outil utilisé et de la façon dont il est utilisé. L'autre aspect important est la morphologie du sarcophage, en particulier sa trapézoïdalité. On constate très souvent alors c'est un mot qui va, presque un néologisme, mais une trapézoïdalisation du sarcophage entre les sarcophages de l'Antiquité et proto-mérovingiens qui présentent un plan plutôt rectangulaire, et on constate, alors on pourra discuter à un autre moment de ce phénomène, mais on constate une trapézoïdalisation dans le temps entre la fin de l'Antiquité et la fin du Haut Moyen-Âge. Donc il est important de prendre en compte la morphologie du sarcophage et donc de pouvoir la mesurer, d'où l'idée de mettre en place des systèmes d'indices morphologiques. À partir de la reconnaissance de ces critères, en prenant en compte également le matériau dans lequel ils ont été produits, par exemple un sarcophage de grès, donc grâce à l'étude pétrographique,
dans un premier temps en macroscopie, puis dans un second temps en microscopie, il est possible de déterminer, on l'a vu tout à l'heure avec les marbres, les zones de production, voire même le district de carrière dans lequel ils ont pu être produits. Et ainsi déterminer à partir du lieu de production des courants de diffusion, soit sur une distance assez faible, comme ici, par exemple à Ligny-le-Châtel, où les sarcophages sont produits au sud de Chablis et sont diffusés donc vers Ligny, et à peu près donc une quinzaine de kilomètres séparent le site de production du site d'utilisation. Et dans d'autres cas, les diffusions sont beaucoup plus larges, beaucoup plus lointaines. On a évoqué hier avec Anne Flamin les sarcophages avec leur décor de palmiers crucigères, qui dans un temps étaient considérés comme ayant été produits à Paris, mais depuis on a pu montrer qu'ils sont produits également dans l'Auxerrois, et donc depuis les carrières du sud de l'Auxerrois sont diffusés jusqu'à Paris par Lyon, depuis la Seine, donc une diffusion fluviale. La reconnaissance des carrières est évidemment un élément important. Et on peut avoir la chance de disposer de sites d'extraction qui ont été abandonnés quasiment du jour au lendemain, et de pouvoir reconnaître assurément les traces des blocs trapézoïdaux qui ont été extraits, et donc de considérer que cette carrière a bien été utilisée pour extraire des sarcophages. Cette typologie qui est établie, là par exemple celle sur Saint-Germain-d'Auxerre, a aussi donc l'avantage de pouvoir, à partir de simples fragments, déterminer une typologie. Il arrive souvent, que ce soit en fouille ou en étude de monuments, que les sarcophages sont représentés par quelques éléments très fragmentaires, ou alors en réemploi dans les maçonneries, et en considérant les traces de mise en œuvre, on peut assez facilement donc les raccrocher à une typologie, donc à une typochronologie, et vous mesurez tout l'intérêt que peut avoir cette reconnaissance sur l'étude d'un site. Tous ces éléments, toutes ces méthodes, toutes ces réflexions ont pu être présentées lors du colloque des journées d'archéologie mérovingienne de Bordeaux en 2009, publié en 2015, et durant ces journées, donc, ça avait été l'occasion de faire le point sur l'étude des sarcophages et d'initier une nouvelle dynamique autour de ces problématiques. Et on a évoqué aussi hier les inventaires régionaux qui avaient été faits à cette occasion. Depuis, il y a eu aussi des publications sur des études et inventaires de sarcophages. Je pense à la Creuse avec Jacques Roger ou à l'Allier avec Sophie Liégard. Donc c'est vraiment, ces ouvrages-là s'inscrivent bien dans la dynamique qui avait été initiée par ce colloque en 2009 et donc publié en 2015. Donc je rappelle simplement l'intérêt de pouvoir raccrocher un fragment à une typologie à partir des traces d'outils, que ce soit pour des éléments en réemploi, comme ici on est à Château-Landon, dans la crypte, dans Seine-et-Marne. Ici, un sarcophage qui est complètement enserré dans des maçonneries postérieures, ou un sarcophage prélevé, abandonné dans une décharge, et qui petit à petit est en train de se désagréger, mais qui présente encore suffisamment d'indices pour pouvoir le raccrocher donc, à une typologie et tenter de reconstituer son histoire. Le décor, encore une fois, a toujours été très, très présent, même dans les publications anciennes, sur des sites où un nombre assez conséquent de sarcophages avait été mis au jour, comme ici à Villers-Vineux, où dans l'article, dans la publication, on parle de plusieurs dizaines de sarcophages, mais un seul a été présenté, a été publié, c'est celui, et c'est le seul qui était décoré. Donc vous comprendrez qu'on puisse avoir une certaine frustration en ne considérant que ce sarcophage décoré et non pas l'ensemble de la nécropole qui était pourtant donc relativement importante. La reconnaissance donc, de ces caractères techniques est aussi l'occasion de réfléchir sur la réelle volonté du tailleur
Hier, on s'est aussi posé la question, est-ce que ces traces de taille pouvaient être considérées comme étant un décor ou simplement le résultat donc, du travail de taille du tailleur. Dans certains cas, on constate que ce travail de taille est parfaitement maîtrisé, le geste est parfaitement maîtrisé, et le résultat devient presque esthétique, avec une régularité, avec une certaine, oui, une idée quelque part de décor. Donc, enfin, je pense qu'effectivement, on peut parler de décor, même si à la base, ce brochage alterné, par exemple, ici, est le résultat de la taille en passage alterné sur le côté du bloc, comme je suppose tout à l'heure Thierry Grégor nous en parlera. Et en allant plus loin même dans la maîtrise de ce geste, on peut, et là il s'agit véritablement d'un décor, en jouant sur les brochages, faire ces superpositions qui apparaissent véritablement comme un décor et peuvent aussi parfois aller dans le sens d'une volonté d'une transposition de matière ou de matériaux différents dans la pierre. C'est un petit peu ce que l'on a proposé. Ce sont des choses que j'ai déjà montrées, et je m'excuse pour ceux qui ont déjà vu ça il y a quelque temps. C'est ce qu'on peut aussi proposer sur ces sarcophages qui sont dits à stries gravées alternées, bon, qui sont dans mon groupe A, mais ce n'est pas très important ici, où le décor donc, de ces stries gravées et alternées peut évoquer, à mon sens, des planches de bois et les veines du bois en se rapportant à donc, cette transposition du matériau bois dans la pierre. Ici, quelques exemples avec une photographie un peu ancienne d'un exemplaire du musée Carnavalet à Paris, et puis où l'on peut même considérer que les bandes lisses que l'on voit ici peuvent imiter en quelque sorte les ferrures d'un cercueil de bois ferré, comme vous en avez en haut à gauche. L'autre effet, à mon sens, de transposition de matière dans la pierre, et entre autres de transposition du bois, c'est avec ces sarcophages qui ont été longtemps dits bourguignons-champenois. On sait aussi maintenant qu'ils ont une diffusion beaucoup plus large, même presque sur l'Europe occidentale, enfin c'est un peu exagéré, mais en tout cas donc France, Belgique, Allemagne, Suisse. Et ces sarcophages, avec ces brochages horizontaux, brochages longitudinaux, à mon sens, cherchent à imiter donc, troncs d'arbres et, au-delà de ça, plutôt des cercueils monoxyles. Là encore, je pense que c'est signifiant pour les contemporains. On l'évoquait hier avec Pascal Chevalier. On cherche à dire « je suis un sarcophage, je suis un cercueil, mais je suis en pierre et je suis éternel ». Il y a aussi cette idée de pierre, évidemment, beaucoup plus, moins donc fragile que des cercueils monoxyles. Là encore, les systèmes de bandes lisses imitent assurément des ferrures, encore plus ici en haut, où on voit donc croisillons qui peuvent être des ferrures, donc là simplement en comparaison des cercueils monoxyles, et à côté donc des sarcophages dits bourguignons-champenois, différents exemples de décors qui s'assimilent à des ferrures. Là encore, là je prends les exemples du musée Carnavalet à Paris. Bon, je passe assez vite, je ne sais pas si je suis dans les temps, ou encore avec ce type de décor, avec ces triangles qui se regardent et qui évoquent aussi les ferrures que l'on peut voir par exemple sur ces deux seaux. Là, il ne s'agit même plus de savoir si on peut interpréter ça comme des ferrures, on a vraiment là une idée non seulement de transposition du bois dans la pierre avec le brochage horizontal, le brochage linéaire, mais là véritablement un décor de ferrure, avec même les clous, hein, donc les têtes de clous qui sont bien présentes et qui nous indiquent vraiment on est dans l'imitation d'un contenant funéraire en bois, mais transposé donc dans la pierre.
À côté de ces décors, et entre autres celui que je viens juste de vous montrer, qui est quand même assez exceptionnel, même si on commence à suivre un certain nombre d'exemplaires. Hier, on en a vu pour donc Luxeuil, Saint-Martin de Luxeuil, mais on a d'autres exemplaires, enfin je vais revenir dessus, sinon vous allez croire que je parle de celui-là, donc à Villars-Saint-Marcellin, par exemple, en Haute-Marne, ou encore à Chalon-sur-Saône. Il resterait à revérifier précisément les analyses pétrographiques, même si par exemple ceux de Luxeuil, on a tendance à penser qu'ils puissent être produits dans les carrières proches de Saint-Valbert, ceux de Saône-et-Loire, donc de Chalon-sur-Saône et de Cluny, eux sont produits dans les carrières de l'Autunois. Celui de Villars-Saint-Marcellin que j'évoquais à l'instant est aussi probablement produit dans les carrières de l'Autunois, ce qui implique une diffusion assez longue sur plusieurs centaines de kilomètres. Mais en revérifiant la pétrographie de l'ensemble de ces sarcophages, on pourrait éventuellement essayer d'envisager un atelier unique dans la région d'Autun, dans les carrières de l'Autunois, et qui aurait diffusé très largement ce modèle de sarcophage assez particulier. Mais à côté de ces décors un peu exceptionnels, il faut aussi évoquer des décors plus ténus, plus fugaces. Là, on est ici à Saint-Ursanne, en Suisse, avec une collection donc d'une quarantaine de sarcophages qui sont issus des fouilles menées dans les années 1960 par Hans Rudolf Seinhauser. Une partie de ces sarcophages sont toujours en place dans une crypte archéologique, en quelque sorte, et ceux qui ont été prélevés sont présentés dans un musée lapidaire. Ces sarcophages ne présentent pas a priori d'intérêt particulier, je suis exprès un peu provocateur, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de décors, enfin aucun décor a priori. Les traces d'outils sont plutôt assez frustres. On a principalement des exemplaires de type dit bourguignon-champenois, mais qui ne sont pas d'une grande qualité d'exécution. Mais à côté de cet ensemble de sarcophages, il en est un qui se distingue non seulement par sa morphologie et la morphologie de son couvercle, mais aussi par un décor très léger, donc gravé, où l'on pourrait retrouver des comparaisons avec d'autres décors mieux réalisés, mieux exécutés. Mais ce décor très ténu, finalement, on ne peut le voir que lorsqu'on regarde de près, et surtout avec une lumière rasante, on peut le mettre en évidence. Et pourtant, il y a bien eu une volonté de décor, avec ces décors de résif, de croisillon, sur un exemplaire qui, par ailleurs, ni sur son panneau de tête, ni sur son panneau de pied, ni sur son couvercle, ne présente ne serait-ce qu'un simple décor linéaire ou une simple rupture dans la taille qui créerait un relief qu'on pourrait éventuellement assimiler à un décor. Il faut aussi évoquer, je crois que les photos là à gauche ne sont pas très claires, mais il faut aussi évoquer les graffitis qui sont, je dirais pas rares, on en trouve quand même un certain nombre. Le problème des graffitis sur ou dans les sarcophages, c'est qu'il faut les repérer, donc il faut y penser, il faut regarder. Et ça peut être des graffitis comme ici avec un certain nombre de symboles. Là, sur un sarcophage, ici, donc on a une Francis, une Assia. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sarcophage a été taillé, on a des traces de broches sur le panneau de tête, donc on a un brochage alterné, et le tailleur, ou en tout cas un exécutant, a réservé en quelque sorte, ou a réalisé une surface un peu plus lisse qu'il a préparée à la polka. Et c'est sur cette surface un peu plus lisse et donc taillée à la polka que ce graffiti a été réalisé. Là aussi, il faut une lumière rasante pour réussir à distinguer cela. D'autres cas de graffiti aussi assez importants, comme ici à Auxerre. Par exemple, cette inscription-ci, donc difficilement déchiffrable, difficilement lisible, mais qui était gravée sous le couvercle. C'est-à-dire que
elle n'était pas destinée à être vue même au moment de l'inhumation, elle était manifestement vraiment destinée aux défunts, puisque c'est gravé sous le couvercle. Là encore, il faut penser à aller regarder sous les couvercles des sarcophages si par hasard il n'y aurait pas des graffitis. Et en haut, là, un ensemble de graffitis beaucoup plus important et je dirais un peu plus intéressant. Donc on est là sur un sarcophage du groupe A, donc un sarcophage dit à stries gravées alternées, avec d'ailleurs un très beau décor de croix en paix que j'évoquais tout à l'heure. Et donc là, on est sur un exemplaire qui est produit entre l'extrême fin du 5e siècle et le tout début du 6e siècle. Donc datation donnée non seulement par la stratigraphie, par le mobilier, mais aussi par une datation radiocarbone de l'individu inhumé. Et c'est dans la cuve de ce sarcophage, vous voyez ici le relevé, que l'on a pu distinguer un certain nombre de graffitis, dont aussi une inscription qui est une prière de mémoire, c'est « je prierai les miens » ou « je prierai l'âme des miens ». Enfin, bref, mais ce qui est aussi intéressant et important, c'est de prendre en compte la position de l'ensemble de ces graffitis et leur sens, que ce soit les symboles qui sont ici ou l'inscription. Donc l'exécutant ou les exécutants étaient en fait la tête à l'envers dans la cuve du sarcophage pour réaliser ces graffitis. Et si on distingue bien leur position, on a presque l'impression de retrouver la position de l'individu inhumé, qui a empêché évidemment les gens d'aller graver au-delà de l'emprise de son corps. Probablement que ces graffitis ont été réalisés juste avant l'inhumation, alors que l'individu était déjà installé dans le sarcophage. Et lorsque l'on remet ce sarcophage dans son contexte, il nous semble difficile que ces gens qui ont gravé ces graffitis, je dis ces gens parce qu'il y a plusieurs mains, il y a plusieurs interventions, donc que ces gens étaient à genoux au bord de la fosse, la tête en bas, et on peut se demander si on n'a pas descendu le sarcophage dans la fosse avec l'individu à l'intérieur, comme on ferait d'un cercueil de bois. Ça, c'est une réflexion qu'il faut mener. Il n'y a probablement pas de principe appliqué partout. Tout dépend des cas. Il y a probablement autant de cas qu'il y a de cimetières ou de nécropoles, mais qu'il y a aussi de sépultures. Mais c'est le genre de réflexion qu'il est important de mener lorsque l'on s'intéresse, qu'on travaille sur ces contenants funéraires. Je le disais tout à l'heure, toute cette grande évolution dans la recherche autour des sarcophages qui a abouti en quelque sorte à ce colloque en 2009. Ce colloque a été lui-même un nouveau départ, un redémarrage de la recherche, mais en repartant vraiment de l'objet manufacturé, en repartant en quelque sorte de la carrière pour retourner jusqu'à la nécropole. Et c'est bien donc l'orientation de la recherche actuelle, non seulement avec l'étude des centres de production, je pense aux travaux actuels de Daniel Morleghem, qui apporte aussi un certain nombre d'éléments nouveaux. Je pense aussi aux travaux de Michel Cousin pour Douai-la-Fontaine et à d'autres encore qui ont étudié des centres de production, pour véritablement étudier le sarcophage dans sa dimension technique, enfin dans sa dimension d'objet manufacturé, dans sa dimension aussi appartenant à un mouvement presque d'industrie, de production assez intense et qui couvre presque l'ensemble du haut Moyen-Âge, et en étudiant non seulement la production, l'utilisation et la diffusion des sarcophages. C'est bien là le sens de la recherche, là tout simplement pour évoquer encore une fois les problèmes de diffusion. Ces sarcophages peuvent faire un long chemin, que ce soit par voie fluviale ou par voie terrestre. J'évoquais tout à l'heure les travaux de Jean-François Baratin, qui a montré des diffusions entre la vallée entre le bassin de la Loire et le bassin de la Seine, mais à certains moments, il est obligatoire qu'il y ait des ruptures de charge et qu'il y ait utilisation du réseau routier pour transporter ces sarcophages qui peuvent donc faire de longues distances, opérer une grande diffusion. Et on revient non seulement donc à l'origine du sarcophage, à sa production, etc., mais grâce à cette démarche, grâce à cette prise en compte aussi
au-delà du décor, de sa dimension technique et morphologique, eh bien, on peut tout à fait redonner un sens archéologique à des collections, comme ici on est encore aussi donc Saint-Ursanne, en Suisse, à des collections lapidaires qui sont parfois mises un peu de côté. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas le cas ici, mais on constate aussi, donc malheureusement, un désintérêt pour ces fragments de sarcophages non décorés et qui pourtant appartiennent entièrement, sont absolument des fossiles directeurs et appartiennent entièrement aux objets indispensables à étudier pour l'étude et la recherche archéologique de ces périodes qui demande encore beaucoup de réflexion. Voilà, je vous remercie.